L'année 1347 touchait à sa fin dans le Languedoc, et avec elle s'éteignaient les dernières lueurs d'un automne particulièrement doux. Les vignes avaient offert leurs récoltes généreuses, les greniers débordaient de blé, et pourtant une ombre planait sur ces terres du Sud. Des rumeurs couraient, portées par les marchands et les pèlerins sur les chemins poussiéreux. Une maladie terrible ravageait l'Orient, une peste qui transformait les hommes en cadavres en l'espace de quelques jours. Mais ici, dans les vallées paisibles qui s'étendaient entre Carcassonne et Toulouse, la vie suivait son cours, indifférente aux présages. C'est dans ce monde suspendu entre deux époques que notre histoire commence, là où les chemins de deux hommes allaient se croiser et changer à jamais le cours de leur destinée. Chapitre 1er. Le chevalier sans nom. Le soleil déclinant jetait ses derniers rayons orangés sur la forêt de Montagne Noire, lorsque Gauthier de Montclerc aperçut les premières volutes de fumée. Il s'arrêta net, sa main droite se portant instinctivement vers le pommeau de son épée. Une vieille habitude, celle d'un guerrier qui avait connu trop de batailles et trop de trahisons pour croire encore au hasard innocent. 5 années. 5 longues années qu'il errait sur les chemins, chassé de sa propre demeure, dépouillé de son titre et de son honneur. Gauthier n'était plus chevalier que de nom, et encore, il avait cessé de le clamer bien avant que les autres cessent de le reconnaître. Son armure, jadis étincelante aux armes de sa maison, était désormais ternie par la poussière et la rouille. Sa cape, autrefois d'un rouge écarlate, n'était plus qu'un lambeau brunâtre qui pendait de ses épaules comme un linceul. Il approcha prudemment, tous ses sens en éveil. La fumée provenait d'une clairière, à quelques centaines de pas à travers les chênes centenaires. Des voix lui parvinrent, rudes et avinées, des rires gras, et puis, soudain, un cri de jeune homme, empreint de terreur plus que de douleur. Gauthier hésita. Ce n'était pas ses affaires. Il avait appris, durant ses années d'errance, que se mêler des troubles d'autrui ne menait qu'à davantage de misère. Pourtant, quelque chose dans ce cri le figea sur place. Peut-être était-ce le timbre, celui d'un garçon à peine sorti de l'enfance. Peut-être était-ce simplement qu'il était fatigué de fuir, fatigué de n'être plus qu'une ombre de ce qu'il avait été. Il s'approcha davantage, se glissant d'arbre en arbre avec la discrétion d'un chasseur. Dans la clairière, une scène se déroulait qui lui glaça le sang. 3 hommes, des routiers à en juger par leurs hardes disparates et leurs armes mal entretenues, entouraient un jeune écuyer. Le garçon, qui ne devait pas avoir plus de 16 ans, était à genoux, les mains liées dans le dos. Son cheval, une belle bête grise, était attaché à un arbre non loin. Des sacoches éventrées gisaient au sol, leur contenu éparpillé. « Alors, petit noble, ricanait le plus grand des brigands, un homme au visage balafré, tu croyais pouvoir traverser nos bois sans payer le péage ? » « Je vous ai dit que je n'ai rien de valeur, » répondit le jeune homme, la voix tremblante, mais tentant de garder un semblant de dignité. « Prenez le cheval si vous voulez, mais laissez-moi partir. » Le cheval, le brigand cracha au sol. « Oh, on va prendre le cheval, c'est sûr, et tes jolies bottes aussi, et puis cette belle épée. Mais d'abord, on va s'amuser un peu, histoire de t'apprendre la politesse. » Gauthier serra les dents. Il compta rapidement, 3 contre 1. 3 routiers aguerris contre un homme seul, fatigué, dont le bras droit portait encore les marques d'une vieille blessure mal soignée. Les chances n'étaient pas en sa faveur. Mais quelque chose, au fond de lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps, se réveilla. L'honneur. Ce foutu honneur qui l'avait mené à sa perte. Il sortit de l'ombre, l'épée déjà dégainée. 3 contre 1,
dit-il d'une voix calme qui portait dans le silence soudain de la clairière. Voilà qui me semble équitable, à condition que vous affrontiez un adversaire à votre mesure. Les 3 brigands se retournèrent d'un bloc. Le balafré plissa les yeux. « Et qui es-tu, toi, pour venir nous donner des leçons, un autre petit noble qui se croit au-dessus de la loi ?» « Je suis quelqu'un qui a oublié la loi depuis longtemps, » répondit Gauthier, « mais pas l'honneur. Laissez partir le garçon. » Le balafré éclata de rire, bientôt imité par ses 2 compagnons. « T'entends ça, les gars, l'honneur, comme si ça se mangeait, l'honneur, comme si ça nous réchauffait la nuit. » Il fit un pas en avant, sa propre épée désormais dégainée. « Très bien, le chevalier errant, puisque tu insistes pour mourir, on va t'accommoder. » Ce qui suivit fut rapide et brutal. Gauthier n'était plus le fier chevalier qu'il avait été, mais 5 années de survie dans les forêts et sur les chemins avaient fait de lui quelque chose de plus dangereux encore. Un homme sans rien à perdre, qui connaissait tous les coups bas, tous les moyens de tuer efficacement. Le premier brigand tomba presque aussitôt, l'épée de Gauthier lui ayant tranché la gorge avant même qu'il ait pu lever sa garde. Le second hésita une fraction de seconde, et cette hésitation lui coûta la vie. Seul le balafré présentait un véritable défi. Il était rapide, brutal, et ne suivait aucune des règles de l'escrime noble. C'était un tueur de rue, et les tueurs de rue pouvaient être redoutables. Leurs lames s'entrechoquèrent dans un fracas métallique qui résonna entre les arbres. Gauthier sentit la douleur familière remonter le long de son bras droit, là où une vieille blessure n'avait jamais vraiment guéri. Il changea de garde, forçant le balafré à reculer. Un coup bas, une feinte, un coup de pied dans le ventre, et l'homme tomba à genoux, suffocant. « Tu n'es pas un noble » haleta le brigand, les yeux écarquillés. « Non », admit Gauthier, en posant la pointe de son épée contre la gorge de l'homme. « Plus maintenant. » Il aurait dû le tuer. La loi de la route était claire, tuer ou être tué. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être le regard du jeune écuyer, qui l'observait avec un mélange de terreur et d'émerveillement. Peut-être simplement qu'il était là du sang. « Cours !» ordonna-t-il au balafré, « et estime-toi heureux. » L'homme ne se le fit pas dire 2 fois. Il détala dans les bois comme un lapin effarouché, abandonnant ses compagnons morts et tout leur butin. Gauthier s'approcha du jeune écuyer et trancha ses liens d'un coup sec. « Vous m'avez sauvé la vie » balbutia le garçon en se relevant, se massant les poignets. « Je suis Thibaut, écuyer de la maison de Montferrand. Comment puis-je vous remercier, messire chevalier ?» Gauthier eut un sourire amer. « Je ne suis pas chevalier, et vous ne me devez rien. Reprenez votre cheval et partez d'ici avant que d'autres ne viennent. » « Mais, le jeune homme hésita, au moins dites-moi votre nom, que je puisse faire dire des messes pour votre âme. » « Mon nom ne vous servirait à rien, les messes encore moins. Allez, partez. » Mais Thibaut ne bougea pas. Il observait Gauthier avec une attention qui mettait ce dernier mal à l'aise. « Vous êtes blessé, » dit-il enfin, désignant le bras de Gauthier où une tache sombre s'élargissait sur la manche de sa tunique. « Laissez-moi au moins panser cette plaie. » « Ce n'est rien, une vieille blessure qui s'est rouverte. Justement, elle pourrait s'infecter. » Le ton du jeune homme était devenu plus ferme, presque autoritaire. « Mon père m'a toujours dit qu'un homme qui refuse l'aide qu'on lui offre est soit un fou, soit un orgueilleux. » Gauthier ne put s'empêcher de sourire malgré lui. « Ou les deux, » il soupira. « Très bien, mais faites vite. » Tandis que Thibaut sortait des bandages de ses sacoches et s'affairait autour de son bras, Gauthier l'observait. Le garçon avait des traits fins, presque aristocratiques. Ses cheveux bruns tombaient en boucle sur son front et ses yeux noisettes brillaient d'une intelligence vive. Il y avait quelque chose de familier en lui, quelque chose que Gauthier n'arrivait pas tout à fait à identifier. « Vous allez où comme ça »
demanda Gauthier pour briser le silence. À Carcassonne, mon père est baron. Il m'envoie porter un message important au sénéchal du roi. Thibaut hésita. Ou plutôt, il m'envoyait. Ces routiers ont volé la lettre. Vous pouvez toujours aller à Carcassonne et expliquer ce qui s'est passé. Non, le ton était catégorique. Mon père, il ne comprendra pas. Il dira que j'ai échoué, que je n'étais pas digne de sa confiance. Il y avait de l'amertume dans ces paroles, une douleur qui toucha Gauthier plus qu'il ne l'aurait voulu. Il connaissait ce sentiment, celui de ne jamais être à la hauteur des attentes d'un père. Alors, que comptez-vous faire? Je ne sais pas. Thibaut termina le bandage et recula. Peut-être inventer une histoire, dire que j'ai été attaqué par une troupe entière, que j'ai vaillamment combattu, mais que j'ai été submergé par le nombre. Le mensonge ne vous mènera nulle part. La vérité non plus, apparemment. Le jeune homme soupira. Pardonnez-moi, je ne devrais pas vous accabler de mes problèmes. Vous m'avez sauvé, et c'est déjà plus que je ne mérite. Gauthier se leva, testant son bras. La douleur était toujours là, mais supportable. Montferrand, vous aviez dit? Le baron de Montferrand? Oui, vous le connaissez? Gauthier sentit son sang se glacer dans ses veines. Montferrand, ce nom qu'il n'avait pas entendu depuis 5 ans, ce nom qui hantait ses cauchemars. J'en ai entendu parler, mentit-il. C'est un homme important, je crois. C'est mon père. Il y avait de la fierté dans la voix de Thibaut, mais aussi quelque chose d'autre, de la tristesse peut-être. Un homme important, oui. Parfois, je me demande s'il se souvient qu'il a un fils. Gauthier détourna le regard. Baron Foulques de Montferrand, l'homme qui l'avait trahi, l'homme qui avait menti, comploté, manipulé pour le faire condamner. L'homme qui lui avait volé ses terres, son titre, son honneur. Et maintenant, le destin lui amenait le fils de cet homme, innocent et vulnérable. La vengeance aurait été si facile, si douce. Mais en regardant le jeune Thibaut, Gauthier ne voyait pas son ennemi. Il voyait simplement un garçon perdu, pas si différent de celui qu'il avait été lui-même il y a bien longtemps. « Rentrez chez vous, dit-il doucement. Dites la vérité à votre père. C'est tout ce que vous pouvez faire. Viendrez-vous avec moi, au moins jusqu'au prochain village? La nuit tombe, et après ce qui vient de se passer. » Gauthier allait refuser. Chaque instinct lui criait de s'éloigner, de fuir, avant que Thibaut ne découvre qui il était vraiment. Mais quelque chose dans le regard du jeune homme l'arrêta. Une confiance, une foi naïve peut-être, mais sincère. « D'accord, » entendit-il sa propre voix répondre. « Jusqu'au prochain village, pas plus loin. » Chapitre 2. L'auberge du pèlerin. Le village de Sainte-Colombe se nichait au creux d'une vallée, à 2 heures de marche de la clairière où Gauthier avait sauvé Thibaut. C'était un de ces hameaux qui parsemaient le Languedoc, trop petit pour avoir une véritable importance, mais assez grand pour offrir une auberge, une chapelle et quelques maisons de pierre autour d'une place centrale. L'auberge du pèlerin se dressait près de l'église, bâtisse de 2 étages, dont la façade de bois grisâtre par les intempéries semblait résister au temps plus par habitude que par solidité réelle. Une enseigne grinçante, représentant un homme courbé sous le poids d'un bâton de marche, se balançait dans le vent du soir. « Nous y passerons la nuit, » déclara Thibaut en descendant de cheval. « Je paierai pour nous 2, c'est la moindre des choses. » Gauthier allait protester, mais son estomac gargouilla bruyamment, le trahissant. Cela faisait 3 jours qu'il n'avait mangé qu'un morceau de pain rassis et quelques baies glanées sur le chemin. L'idée d'un repas chaud, d'un lit, même partagé avec les puces, était presque trop tentante pour être refusée. « Très bien, » concéda-t-il, « mais je partirai à l'aube. » L'intérieur de l'auberge était exactement ce à quoi Gauthier s'attendait. Une grande salle enfumée où une 12aine de personnes se pressaient autour de tables de bois brut. Une cheminée monumentale occupait tout un mur, projetant une lumière dansante sur les visages des convives.
L'air sentait la fumée, la bière aigre et le ragoût de mouton. L'aubergiste, un homme énorme dont le ventre tendait dangereusement sa tunique, les accueillit avec un sourire commercial. « Bonsoir, messire, vous tombez bien, j'ai justement 2 places à l'étage. Et mon ragoût est fameux dans toute la région, vous m'en direz des nouvelles. » Thibaut négocia rapidement le prix pendant que Gauthier s'installait dans un coin sombre de la salle, dos au mur. Une vieille habitude de soldat, toujours savoir qui entrait, qui sortait, où se trouvaient les issues. Il observait les autres clients. Un groupe de marchands discutait bruyamment près de la cheminée, gesticulant et se disputant sur le prix de la laine. 2 paysans, assis à l'écart, sirotaient leur bière en silence. Et dans un autre coin, un moine en robe de bure grise lisait un manuscrit à la lueur d'une chandelle, les lèvres bougeant silencieusement. « Voilà, dit Thibaut, en revenant avec 2 chopes de bière et un regard satisfait. Le ragoût arrive. En attendant, buvons à notre rencontre. » Il leva sa chope avec enthousiasme. Gauthier, plus réticent, finit par lever la sienne. « À votre santé, marmonna-t-il. » La bière était aigre, mais pas imbuvable. Gauthier but lentement, laissant le liquide tiède réchauffer son corps fatigué. À côté de lui, Thibaut bavardait joyeusement, racontant des anecdotes sur son voyage, sur son père, sur le château de Montferrand. « C'est une forteresse magnifique, vous savez, disait-il avec animation. Elle date du temps des croisés. Mon grand-père l'a agrandie, ajoutant la tour nord et la chapelle. Mon père y a fait construire un nouveau corps de garde il y a, 5 ans peut-être. Il voulait impressionner le roi lors de sa visite. » 5 ans, Gauthier serra les dents. 5 ans qu'il avait été chassé. 5 ans que Foulques de Montferrand vivait dans son château, prospérant sur les terres volées, s'enrichissant sur la ruine d'un innocent. « Votre père semble être un homme ambitieux, dit-il prudemment. « Oh, ça oui !» Thibaut rit, mais il y avait une pointe d'amertume dans ce rire. Trop ambitieux parfois. Il rêve de devenir conseiller du roi, de rejoindre la cour à Paris. Il dit que c'est là que se joue le destin de la France, pas dans nos campagnes arriérées. Et vous, que voulez-vous ? La question sembla prendre Thibaut au dépourvu. Il resta silencieux un moment, fixant sa chope. « Je ne sais pas. Être chevalier, comme mon grand-père, servir avec honneur, protéger les faibles. » Il eut un sourire embarrassé. Ça semble idiot, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les chevaliers ne sont plus que des mercenaires ou des courtisans. Non, dit Gauthier doucement, ce n'est pas idiot. C'est ce que nous devrions tous vouloir. Le ragoût arriva, fumant et odorant. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, savourant la nourriture chaude. Gauthier ne se souvenait pas avoir goûté quelque chose d'aussi bon depuis longtemps. Oh, ce n'était qu'un ragoût ordinaire, mais après des mois de privation, c'était un festin. « Puis-je vous poser une question ?» dit Thibaut après avoir avalé une généreuse portion. « Vous n'êtes pas obligé de répondre si elle est trop personnelle. » Gauthier hocha la tête, méfiant. « Pourquoi errez-vous sur les chemins? Vous êtes manifestement un guerrier expérimenté. Vous pourriez vous engager dans n'importe quelle compagnie, servir un seigneur. Pourquoi cette vie de solitaire? »« Parce que j'ai fait un serment, » répondit Gauthier après un long silence. « Un serment que je n'ai pas su tenir. » « Quel serment? De protéger les innocents, de servir avec honneur, de ne jamais mentir, de ne jamais trahir. » Il eut un rire amer. « Des serments de chevalier, précisément ce dont vous parliez. Mais vous les avez tenus, vous m'avez sauvé cet après-midi. Une fois, une seule fois, cela ne rachète pas tout le reste. » Thibaut allait répondre, mais un mouvement près de la porte attira leur attention. 3 hommes venaient d'entrer, et quelque chose dans leur allure mit immédiatement Gauthier sur ses gardes. Ils étaient vêtus de façon trop riche pour être des marchands ordinaires, trop martial pour être de simples voyageurs, des soldats ou des hommes d'armes au service d'un seigneur. Ils balayèrent la salle du regard, et leur attention se fixa immédiatement sur Thibaut. « Merde !» murmura ce dernier en se tassant sur son siège. «
Ce sont des hommes de mon père. Ils vous cherchent? Sans doute. Mon père a dû envoyer des éclaireurs quand j'ai tardé à arriver à Carcassonne. Le plus grand des 3 hommes, un sergent à en juger par son baudry de cuir clouté, s'approcha de leur table. « Messire Thibaut, dit-il avec un salut militaire, mais sans chaleur, votre père vous attend avec impatience. Nous sommes venus vous escorter. » « Je n'ai pas besoin d'escorte, répondit Thibaut, tentant de garder un ton assuré. Je me rends à Carcassonne par mes propres moyens. Vos plans ont changé. Le sergent jeta un regard méprisant à Gauthier. Le baron veut vous voir immédiatement, et il veut savoir pourquoi vous voyagez en vagabond. Gauthier sentit la colère monter en lui, mais il la réprima. Se battre ici, maintenant, ne servirait à rien. Et pourtant, quelque chose dans l'attitude de ces hommes le mettait mal à l'aise. Ce n'était pas l'inquiétude de soldats cherchant le fils de leur maître, c'était quelque chose de plus sombre, de plus calculé. « Messire Gauthier est mon ami, déclara Thibaut fermement. Il m'a sauvé la vie aujourd'hui. »« Gauthier » Le sergent plissa les yeux. « Gauthier comment ?» Gauthier se figea. Il avait été stupide, si stupide. Pourquoi avait-il donné son véritable prénom? 5 ans de prudence, de méfiance, et un moment d'inattention suffisaient à tout compromettre. « Peu importe son nom, intervint Thibaut rapidement. Dites à mon père que j'arriverai demain matin. Je dois d'abord accomplir ma mission à Carcassonne. » « Votre mission ?» Le sergent eut un sourire mauvais. « Quelle mission, messire? Le baron ne vous a confié aucune mission. » Le sang de Gauthier se glaça, le piège se refermait. Ce n'était pas une simple escorte, c'était quelque chose d'autre. « Je pense que vous devriez partir maintenant, » dit-il calmement, sa main se posant sur le pommeau de son épée. « Le jeune seigneur a dit qu'il rentrerait demain. » « C'est suffisant. » Les 3 hommes se raidirent. Le sergent porta la main à sa propre arme. « Et qui es-tu, toi, pour donner des ordres? Un mendiant? Un brigand? » Quelqu'un qui n'aime pas qu'on menace un garçon sous ses yeux. La tension était palpable. Toute la salle s'était tue. L'aubergiste, terrifié, s'était réfugié derrière son comptoir. Les marchands reculaient vers les murs. Seul le moine, dans son coin, continuait de lire son manuscrit, apparemment indifférent au drame qui se jouait. Puis, brusquement, le moine referma son livre avec un claquement sec qui résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. « Messieurs, dit-il d'une voix calme, mais qui portait une autorité naturelle, il me semble que vous troublez la paix de cette humble auberge. En tant que serviteur de Dieu, je me dois d'intervenir. » Il se leva, révélant une stature imposante sous sa robe de bure. C'était un homme dans la force de l'âge, aux traits burinés et aux yeux perçants. « Qui êtes-vous » demanda le sergent décontenancé. « Père Anselme de l'abbaye de Fontfroide, et je connais bien le baron de Montferrand. Un homme pieux qui ne voudrait certainement pas que ces hommes provoquent une bagarre dans une auberge, n'est-ce pas ?» Le sergent hésita. L'intervention d'un moine bénédictin changeait la donne. S'en prendre à un homme d'église, même indirectement, pouvait avoir des conséquences désastreuses. « Très bien, » grogna-t-il finalement, « mais le baron sera informé de tout ceci. » Il jeta un dernier regard venimeux à Gauthier, particulièrement de ton existence, vagabond. Les 3 hommes sortirent, laissant derrière eux un silence pesant. « Je vous remercie, mon père, » dit Thibaut en se levant pour saluer le moine. « Votre intervention était providentielle. »« Providentielle ou simplement opportune ?» répondit Père Anselme avec un léger sourire. « Mais j'ai bien peur d'avoir seulement retardé l'inévitable. Ces hommes reviendront, probablement avec du renfort. » Il se tourna vers Gauthier et son regard devint soudain pénétrant, comme s'il lisait dans son âme. « Et vous, messire, vous devriez partir d'ici dès ce soir. Je ne sais pas ce qui se trame, mais je reconnais un homme en danger quand j'en vois un. »« Je n'ai pas peur, » répondit Gauthier, même si c'était un mensonge. « Ce n'est pas de la peur que je vois en vous,
c'est de la culpabilité. Et souvent, la culpabilité est plus dangereuse que la peur. Avant que Gauthier puisse répondre, Père Anselme se tourna vers Thibaut. Quant à vous, jeune homme, je crois qu'il est temps que vous appreniez certaines vérités sur votre père, des vérités que je n'aurais jamais dû garder secrètes aussi longtemps. Chapitre 3e. Les secrets du passé. La nuit était tombée sur Sainte-Colombe, et avec elle un froid piquant qui s'infiltrait à travers les fissures des murs de pierre. Dans une petite chambre à l'étage de l'auberge, Gauthier, Thibaut et Père Anselme s'étaient réunis à la lueur vacillante d'une chandelle. « Il y a des choses que vous devez savoir, messire Thibaut, » commença le moine, ses mains jointes sur ses genoux. « Des choses sur votre père, des choses qu'en tant qu'homme d'église, j'aurais dû révéler depuis longtemps, mais que la lâcheté m'a fait taire. » Thibaut, assis sur le rebord du lit, semblait tendu. « De quoi parlez-vous, mon père? Mon père est un homme dur peut-être, mais il est loyal au roi et à la foi. » « Loyal au roi, certes, à la foi. » Père Anselme soupira. « C'est une question plus complexe. Mais je parle d'autre chose. Je parle d'injustice, de trahison, de mensonge. » Il se tourna vers Gauthier, qui s'était tenu à l'écart, appuyé contre le mur. « Je crois que cet homme pourrait témoigner de ces choses mieux que moi. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. N'est-ce pas, Gauthier de Montclerc ?» Le moine prononça le nom complet, lentement, distinctement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Thibaut se leva d'un bond, la main portait à son épée. « Montclerc, mais vous êtes celui que votre père a fait condamner à l'exil et à la déchéance, » termina Père Anselme. « Celui qui a été accusé d'avoir trahi son seigneur, d'avoir comploté pour vendre les secrets de la région aux Anglais. Celui dont les terres ont été confisquées et données à votre père. » Thibaut recula, comme frappé. « C'est impossible, mon père m'a raconté cette histoire. Gauthier de Montclerc était un traître, un lâche qui... » « Un lâche ?» La voix de Gauthier était glaciale. « C'est ainsi que votre père raconte l'histoire ? Il dit que vous avez tenté de fuir quand les accusations ont été portées, que vous avez refusé de vous défendre, que j'ai été jugé coupable sans procès équitable, » coupa Gauthier. « Que les témoins contre moi étaient des hommes soudoyés par votre père, que les preuves étaient des forgeries. Oui, tout cela est vrai. » Thibaut tremblait de rage et de confusion. « Vous mentez! Mon père est un homme d'honneur !»« Votre père est un menteur et un voleur, » répliqua Gauthier, sa propre colère explosant enfin. « Il convoitait mes terres depuis des années. Quand l'occasion s'est présentée, il l'a saisie. Il a fabriqué des preuves, acheté des témoignages, et quand j'ai été convoqué devant le tribunal seigneurial, j'ai compris que je n'avais aucune chance. Alors oui, j'ai fui, parce que l'alternative était la corde ou le bûcher. »« Je ne vous crois pas. »« Asseyez-vous, jeune homme, » intervint Père Anselme d'une voix ferme, « et écoutez. Car j'étais présent ce jour-là. J'étais le chapelain du tribunal, et j'ai vu l'injustice se dérouler sous mes yeux sans avoir le courage d'intervenir. » Thibaut se rassit lentement, le visage pâle. « Vous étiez là? »« Oui, et tout ce que dit messire Gauthier est vrai. » Le moine baissa la tête. « Votre père avait besoin de terre pour étendre son influence. Le domaine de Montclerc était stratégiquement placé, riche en ressources. Quand un marchand anglais a été arrêté avec des documents compromettants, votre père y a vu une opportunité. » « Quels documents ? » « Des cartes, des informations sur les défenses locales. » Père Anselme leva les yeux vers Gauthier. « Des documents qui portaient apparemment votre sceau. » « Mon sceau avait été volé 3 mois plus tôt, » expliqua Gauthier. « J'avais signalé le vol, mais personne n'en a tenu compte lors du procès. »« Mon Dieu !» murmura Thibaut, se prenant la tête dans les mains. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me dire la vérité? Pourquoi m'avoir sauvé cet après-midi si vous saviez qui j'étais ?»« Je ne savais pas qui vous étiez, » admit Gauthier. « Pas au début. Quand vous avez dit votre nom, j'aurais dû vous laisser là. J'aurais dû... »
Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Mais vous n'étiez qu'un enfant en danger. Que votre père soit mon ennemi ne fait pas de vous le mien. » Thibaut releva la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Alors pourquoi me racontez-vous tout cela maintenant? Pourquoi Père Anselme révèle-t-il ses secrets après 5 ans de silence ?»« Parce que vous êtes en danger, » dit le moine gravement. « Ces hommes qui sont venus vous chercher ce soir, ils n'agissaient pas sur ordre de votre père, du moins pas sur un ordre explicite. » « Comment le savez-vous ? » « Parce que j'ai reconnu le sergent. C'est Raoul le Noir, un mercenaire que votre père emploie pour, disons, des tâches délicates, des tâches qui ne doivent laisser aucune trace. » Gauthier sentit un frisson glacé le parcourir. « Vous pensez qu'il voulait... »« Je pense que quelqu'un veut voir messire Thibaut mort, » dit Père Anselme. « Et je pense que ce quelqu'un pourrait bien être son propre père. »« Non !» Thibaut se leva d'un bond. « C'est impossible! Pourquoi mon père voudrait-il ma mort? Je suis son seul héritier. » « Justement, » intervint Gauthier, les pièces du puzzle se mettant soudain en place dans son esprit. « Un héritier peut être encombrant, surtout pour un homme qui a des ambitions. » Père Anselme hocha la tête. « Votre père a récemment fait une demande de remariage. Sa nouvelle épouse est la nièce du duc de Toulouse, un mariage qui lui donnerait un accès direct à la cour royale. « Ma mère est morte il y a à peine 1 an, » murmura Thibaut, horrifié. « Il ne peut pas. » « Il peut, et il va le faire. Mais pour cela, il a besoin que rien ne vienne compromettre cette alliance. Et un fils d'un premier lit, un fils qui pourrait revendiquer l'héritage, qui pourrait poser des questions gênantes, est un obstacle, » termina Gauthier. Il se tourna vers Thibaut, et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Je suis désolé. » Thibaut tremblait maintenant, toute sa fierté, toute sa certitude s'effondrant. « Que dois-je faire? Où puis-je aller? Si mon propre père veut ma mort? »« Vous pouvez venir avec moi, » se surprit à dire Gauthier. Les mots étaient sortis avant qu'il puisse les retenir. « Je connais les chemins, les endroits où se cacher. Nous pouvons aller à Toulouse, ou même plus loin, en Espagne peut-être. Pourquoi m'aideriez-vous » Les yeux de Thibaut étaient pleins de méfiance et d'espoir mêlés. « Après tout ce que mon père vous a fait, parce que... » Gauthier chercha ses mots. « Parce que vous n'êtes pas votre père, et parce que, contrairement à lui, je ne peux pas laisser un innocent mourir pour mes propres intérêts. » Père Anselme se leva, posant une main sur l'épaule de chacun des 2 hommes. « Il y a une autre solution. Une solution qui pourrait vous donner à tous 2 ce que vous cherchez. Justice pour l'un, protection pour l'autre. »« Laquelle ?» demandèrent-ils simultanément. « Prouver l'innocence de messire Gauthier, exposer les crimes du baron. » Le moine eut un sourire triste. « Cela ne sera pas facile. Cela pourrait même être impossible. Mais si vous y parvenez, vous libérerez tous 2 du joug de cet homme. »« Comment ?» Gauthier secoua la tête. « 5 ans ont passé, les témoins sont morts ou dispersés, les preuves ont été détruites. » « Peut-être pas toutes. » Père Anselme se dirigea vers la fenêtre, regardant la nuit étoilée. « Je connais quelqu'un, une femme. Elle vit dans un village non loin d'ici. Elle s'appelle Aliénor. C'était une servante au château de votre père, messire Thibaut, à l'époque du procès. Elle a fui peu après, effrayée par ce qu'elle avait vu. Qu'avait-elle vu ? Votre père et son secrétaire en train de falsifier les documents qui ont servi à condamner messire Gauthier. Elle peut témoigner. » Gauthier sentit son cœur s'emballer. Après 5 ans, après avoir abandonné tout espoir, la possibilité de la rédemption s'ouvrait devant lui. C'était probablement un piège, c'était probablement stupide, mais c'était aussi la seule chance qu'il aurait jamais. « Où est-elle » demanda-t-il. « À 2 jours de marche d'ici, dans les collines, un village nommé Saint-Martin-des-Oliviers. » Père Anselme se retourna vers eux. « Mais écoutez-moi bien. Si vous y allez, le baron apprendra tôt ou tard votre destination. Il enverra des hommes, beaucoup d'hommes. Ce ne sera pas un voyage facile. »« Je viens avec vous, » déclara Thibaut, sa voix retrouvant de la fermeté.
Si cette femme peut témoigner contre mon père, alors elle peut aussi me dire la vérité sur ce qu'il est vraiment. J'ai besoin de savoir. » Gauthier regarda le jeune homme. Il voyait en lui un reflet de lui-même, des années auparavant. Naïf, idéaliste, croyant encore en la justice et l'honneur. Une partie de lui voulait le protéger de la vérité, de la douleur qui viendrait inévitablement. Mais une autre partie, plus profonde, savait que Thibaut avait le droit de savoir. « Très bien, » dit-il finalement, « nous partons à l'aube. » Chapitre 4. La route des collines. L'aube se leva sur un ciel de plomb, annonçant la pluie à venir. Gauthier, Thibaut et Père Anselme quittèrent l'auberge du pèlerin avant que les premiers villageois ne soient levés, empruntant un sentier étroit qui s'enfonçait dans les collines au nord. Le moine les avait accompagnés jusqu'à la sortie du village, leur donnant des directions précises. Suivez la rivière pendant une demi-journée, puis prenez le chemin qui monte vers l'est. Vous verrez un vieux pont romain, à moitié effondré. Traversez-le si vous pouvez, ou passez à gué. Après, c'est tout droit jusqu'à Saint-Martin. « Vous ne venez pas avec nous » avait demandé Thibaut. « Je ne serai qu'un fardeau » avait répondu le moine avec un sourire triste. « Mes vieux os ne sont plus faits pour les longues marches. Et puis, j'ai d'autres tâches. Je vais retourner à Fontfroide et essayer de contacter le sénéchal royal. Si vous trouvez cette femme, si elle accepte de témoigner, nous aurons besoin du soutien de la justice du roi. » Ils avaient pris congé du moine, et maintenant, alors que le soleil peinait à percer les nuages, Gauthier et Thibaut progressaient en silence le long de la rivière. Le chemin était difficile, caillouteux, bordé de ronces qui accrochaient leurs vêtements. Le cheval de Thibaut, chargé de leurs maigres provisions, suivait docilement. « Pensez-vous qu'elle acceptera de témoigner » demanda finalement Thibaut, brisant le silence. « Cette Aliénor ?»« Je ne sais pas, » répondit Gauthier honnêtement. « 5 ans ont passé, elle a probablement refait sa vie. » Témoigner contre un baron puissant, c'est risquer sa propre sécurité. Mais si c'est la seule façon de révéler la vérité... La vérité, Gauthier eut un rire amer. La vérité ne suffit pas toujours, jeune homme. Parfois, elle doit être accompagnée de pouvoir, d'influence. Sans cela, elle n'est que du vent. Vous êtes bien cynique. Je suis réaliste. 5 ans d'exil m'ont appris que les belles paroles et les idéaux nobles ne valent rien face à la corruption et aux mensonges. Thibaut resta silencieux un moment. Puis, « Pourtant, vous m'avez sauvé hier. Vous auriez pu me laisser mourir, vous venger de mon père en le privant de son fils. Mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ?» Gauthier ne répondit pas immédiatement. C'était une bonne question qu'il s'était lui-même posée toute la nuit. « Parce que, dit-il lentement, parce que, si je laissais mourir un innocent pour satisfaire ma vengeance, je deviendrais exactement comme votre père, et c'est une chose que je refuse. Alors, il vous reste de l'honneur, malgré tout ce que vous avez vécu. Peut-être, ou peut-être suis-je simplement trop têtu pour abandonner complètement. » Ils continuèrent leur marche. La rivière, grossie par les pluies récentes, coulait tumultueusement à leur gauche. Des oiseaux chantaient dans les arbres, indifférents aux drames humains qui se jouaient en contrebas. Vers midi, ils atteignirent le pont dont avait parlé Père Anselme. C'était effectivement une ruine romaine, une arche de pierre autrefois majestueuse, dont la moitié s'était effondrée dans la rivière. La partie restante semblait solide, mais étroite. « Nous pouvons passer, » décida Gauthier après l'avoir examiné. « Mais il faudra faire traverser le cheval à gué. La pierre ne supportera pas son poids. » Ce qui devait être une simple traversée se transforma en épreuve. Le courant était plus fort qu'il n'y paraissait, et le cheval, effrayé par le bruit de l'eau, refusait d'avancer.
Il fallut toute la patience de Thibaut et l'expérience de Gauthier pour finalement réussir à faire passer la bête de l'autre côté, trempée jusqu'aux os. « Par tous les saints !» grogna Thibaut en essorant sa cape. « J'espère que cette femme en vaut la peine. »« Moi aussi, » admit Gauthier. Ils reprirent leur route, montant maintenant à travers une forêt de chênes et de châtaigniers. Le chemin devenait de plus en plus raide, et bientôt ils durent marcher en file indienne, s'agrippant aux branches pour ne pas glisser sur le sol détrempé. C'est alors qu'ils entendirent les chevaux. Gauthier s'immobilisa, levant la main pour signaler à Thibaut de se taire. En contrebas, sur le chemin qu'ils venaient de quitter, un groupe de cavaliers avançait rapidement. 6, peut-être 7 hommes, tous armés. « Ce sont les hommes de mon père, » murmura Thibaut, reconnaissant les couleurs vertes et or de la maison Montferrand. « Ils nous cherchent, ils ont dû deviner notre direction. » Gauthier réfléchit rapidement. « Nous devons quitter le chemin principal, nous enfoncer dans la forêt. »« Mais nous allons nous perdre !»« Mieux vaut être perdu que mort. » Ils s'enfoncèrent dans les bois, guidant le cheval à travers les fourrés épais. Les branches fouettaient leurs visages, les ronces déchiraient leurs vêtements. Derrière eux, ils entendaient les appels des soldats, de plus en plus proches. Là, Gauthier désignait une ravine, à moitié cachée par la végétation. « Descendons. » La descente fut périlleuse. Le sol était glissant, couvert de feuilles mortes et de mousse. Thibaut perdit l'équilibre à mi-chemin, dévalant les derniers mètres sur le dos. Gauthier le rattrapa de justesse avant qu'il ne heurtât un rocher. Au fond de la ravine coulait un ruisseau. Ils s'y cachèrent, tapis sous une saillie rocheuse, retenant leur souffle, tandis que les soldats passaient au-dessus d'eux. « Ils sont partis par là !» cria une voix. « Je vois des traces ! Séparez-vous, fouillez toute la zone !» Des heures passèrent, ou peut-être seulement des minutes, impossible à dire. Le froid les gagnait, leurs vêtements trempés collant à leur peau. Le cheval, attaché un peu plus loin, hennit doucement, et Gauthier pria pour que le bruit ne porte pas jusqu'aux oreilles des poursuivants. Enfin, le silence retomba. Prudemment, Gauthier sortit de leur cachette et scruta les alentours. Personne en vue. « Ils sont partis, » murmura-t-il, « mais ils reviendront, nous devons bouger. » « Dans quelle direction? Je ne sais plus où nous sommes. » Gauthier observa le ciel. Le soleil, visible par intermittence entre les nuages, déclinait déjà vers l'ouest. « Par là, » dit-il en désignant l'est, « nous devons continuer vers l'est. Même sans le chemin, nous finirons par trouver Saint-Martin. » Ils marchèrent toute l'après-midi, épuisés, affamés, leurs corps endoloris par la fatigue et le froid. Le paysage changeait graduellement, la forêt dense cédant la place à des collines couvertes d'oliviers et de vignes abandonnées. Au crépuscule, alors que Gauthier commençait à désespérer de trouver un abri pour la nuit, Thibaut poussa un cri de soulagement. « Là, un village !» En effet, au sommet de la colline suivante, les silhouettes de maisons de pierre se découpaient contre le ciel rougeoyant. Un clocher s'élevait au centre, humble mais reconnaissable. « Saint-Martin des Oliviers » murmura Gauthier, « nous avons réussi. » Mais, alors qu'ils approchaient du village, une silhouette émergea de l'ombre d'un olivier tordu. Une femme, vêtue d'une simple robe de laine brune, un panier de plantes médicinales à la main. Elle devait avoir une trentaine d'années, avec des cheveux châtains noués en un chignon simple et des yeux verts perçants qui les examinaient avec méfiance. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix ferme. « Que voulez-vous à Saint-Martin » Gauthier et Thibaut échangèrent un regard. Puis Gauthier fit un pas en avant. « Nous cherchons quelqu'un, une femme nommée Aliénor. » La femme se raidit, sa main serrant plus fort l'anse de son panier. « Pourquoi la cherchez-vous » ? « Parce que, » Gauthier prit une profonde inspiration, « parce que nous avons besoin de la vérité, et elle seule peut nous la donner. » Un long silence. Puis la femme hocha lentement la tête. « Je suis Aliénor, et si vous êtes venus jusqu'ici, c'est que la situation doit être grave. » Elle les observa plus attentivement, son regard s'attardant sur le visage de Gauthier. «
Je vous connais, ou du moins, je vous ai vu autrefois. Vous êtes Gauthier de Montclair. Je le suis. Et lui, elle désignait Thibaut. Thibaut de Montferrand, fils du baron. Aliénor pâlit visiblement. Le fils de... Seigneur Dieu, que faites-vous ensemble? Comment? C'est une longue histoire, intervint Thibaut. Une histoire que nous aimerions vous raconter, si vous acceptez de nous écouter. Aliénor les regarda longuement, semblant peser sa décision. Puis elle soupira. Très bien, venez, mais faites vite. Si quelqu'un vous a vu... Elle secoua la tête. Non, ne pensons pas à cela maintenant. Suivez-moi. Chapitre 5e. Le témoignage d'Aliénor. La maison d'Aliénor était petite mais accueillante, bâtie en pierre locale avec un toit de tuiles rouges légèrement affaissé. Un jardin d'herbes médicinales l'entourait, remplissant l'air d'odeurs de thym et de romarin. À l'intérieur, une cheminée crépitait joyeusement, projetant une lumière chaleureuse sur les murs blanchis à la chaux. « Asseyez-vous » ordonna-t-elle en désignant une table de bois simple. « Vous devez avoir faim. J'ai du pain et du fromage. Ce n'est pas grand-chose, mais... »« C'est plus qu'assez, » dit Gauthier avec reconnaissance. « Merci. » Pendant qu'elle préparait un repas simple, ils lui racontèrent tout. Le sauvetage dans la forêt, la rencontre avec Père Anselme, la révélation des secrets du baron, la fuite dans les collines. Aliénor écoutait en silence, son visage exprimant tour à tour la surprise, la peur et la colère. « Je savais que ce jour viendrait, » dit-elle finalement quand ils eurent terminé. « Durant toutes ces années, j'ai vécu dans la peur que le baron me retrouve, que quelqu'un découvre ce que je sais. » Elle s'assit lourdement sur un tabouret. Mais je n'aurais jamais imaginé que son propre fils viendrait chercher la vérité. « Alors, c'est vrai ?» demanda Thibaut, sa voix tremblante. « Vous avez vu mon père falsifier les preuves contre messire Gauthier ?»« Je l'ai vu. J'étais sa servante personnelle à l'époque. J'apportais son vin, je rangeais ses affaires. Un soir, je suis entré dans sa chambre sans frapper. Il était là, avec son secrétaire, Bertrand. Ils étaient penchés sur des documents. J'ai reconnu le sceau de messire Gauthier sur l'un d'eux. Peut-être travaillait-il simplement sur... Non, Aliénor secoua la tête. J'ai entendu votre père dire « Avec ceci, nous aurons les terres de Montclair avant la fin du mois. » Le secrétaire a ri et a répondu « Si seulement ce naïf de Gauthier savait que son propre sceau le condamne. » Gauthier sentit une vieille rage, longtemps contenue, monter en lui. « Pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi ne pas avoir témoigné? Parce que j'avais peur. » Les yeux d'Aliénor brillaient de larmes. « Bertrand m'a vu, il m'a attrapé et m'a traîné devant le baron. »« Votre père, » elle regarda Thibaut, « m'a dit que, si je parlais, si je révélais ce que j'avais vu, il me ferait pendre pour vol. Il prétendrait que j'avais volé de l'argent. Qui croirait une simple servante contre un baron? Personne, admit amèrement Gauthier. J'aurais fait la même chose à votre place. Alors j'ai fui. Le lendemain du procès, j'ai pris ce que je pouvais porter et je suis parti. Je suis venu ici, dans ce village où personne ne me connaissait. J'ai commencé une nouvelle vie comme guérisseuse. » Elle essuya ses larmes. « Pendant 5 ans, j'ai vécu avec cette culpabilité, sachant qu'un innocent avait été condamné par mon silence. Ce n'était pas votre faute, dit Thibaut doucement. Mon père, sa voix se brisa, mon père est un monstre. Votre père est un homme qui a laissé l'ambition corrompre son âme, corrigea Aliénor. C'est différent. Les monstres n'ont pas le choix. Lui, si. Un silence pensif s'installa. Gauthier regardait les flammes danser dans la cheminée, son esprit tourbillonnant. Après 5 ans, il avait enfin la preuve de son innocence. Mais que faire de cette preuve? Comment la faire valoir? Père Anselme a dit qu'il contacterait le sénéchal royal, dit-il finalement. Si vous acceptiez de témoigner devant lui, si nous pouvions présenter votre version des faits. Le baron ne vous laissera jamais faire, interrompit Aliénor. Il sait que vous êtes en route. Il sait que vous me cherchez. Il enverra des hommes pour nous tuer tous. Alors que proposez-vous? Que nous nous cachions pour toujours? Non.
Aliénor se leva, se dirigeant vers un coffre dans un coin de la pièce. Elle l'ouvrit et en sortit un paquet enveloppé dans du tissu huilé. « J'ai gardé ceci. Pendant 5 ans, je l'ai gardé, sachant qu'un jour il pourrait servir. » Elle défit le paquet, révélant plusieurs feuilles de parchemin jaunies. Gauthier se pencha, les examinant avec attention. C'étaient des documents administratifs, des correspondances, et sur l'un d'eux, il reconnut l'écriture distinctive de Foulques de Montferrand. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une lettre. » Aliénor sourit tristement. « Une lettre que votre père a écrite à un marchand anglais, Messire Thibault. Une lettre dans laquelle il propose de vendre des informations sur les défenses du Languedoc. » Le choc sur le visage de Thibault fut total. « Mon père est un traître !» Pire encore, il a comploté avec les Anglais pour faire accuser Messire Gauthier de trahison tout en étant lui-même coupable du crime dont il l'accusait. Aliénor posa la lettre sur la table. « Je l'ai volée le soir de ma fuite. Je savais que si tout s'effondrait, si j'étais découverte, cette lettre serait ma seule protection. » Gauthier prit la lettre, la lisant avec incrédulité. Chaque mot était une damnation supplémentaire. Foulques de Montferrand n'était pas seulement un menteur et un voleur, il était un traître au royaume de France. « Avec ceci, nous pouvons le détruire, » murmura-t-il. « Nous pouvons... » Un bruit violent l'interrompit. La porte de la maison vola en éclats, arrachée de ses gonds. Des hommes en armes firent irruption, leurs épées dégainées. À leur tête, Raoul le Noir, le sergent qu'ils avaient rencontré à l'auberge. « Fin de partie, ricana-t-il. Le baron nous avait prévenu que vous viendriez ici. Il connaît vos moindres mouvements, vos moindres pensées. Vous êtes prévisibles comme des enfants. » Gauthier réagit instinctivement, poussant la table vers les assaillants et dégainant son épée. Mais ils étaient trop nombreux, trop rapides. En quelques secondes, il se retrouva acculé contre le mur, 3 lames pointées vers sa gorge. « Ne le tue pas, » ordonna Raoul. « Le baron le veut vivant, du moins pour l'instant. » Il se tourna vers Thibault, qui s'était levé, pâle mais déterminé. « Quant à vous, jeune maître, je suis désolé, vraiment. » « Mais les ordres sont les ordres. »« Quels ordres ?» demanda Thibault, même s'il connaissait déjà la réponse. « Votre mort doit ressembler à un accident, une attaque de brigands. Personne ne doutera qu'un jeune écuyer inexpérimenté ait pu être tué sur les routes dangereuses du Languedoc. Mon père a vraiment ordonné ma mort ? » « Votre père, dit Raoul avec une pointe de pitié dans la voix, est un homme qui ne laisse rien, ni personne, se mettre entre lui et ses ambitions, pas même son propre sang. » Il leva son épée. Thibault ferma les yeux, se préparant au coup fatal. Mais le coup ne vint jamais. Un sifflement aigu fendit l'air, suivi d'un cri de douleur. Raoul s'effondra, une flèche plantée dans son épaule. Le chaos éclata instantanément. D'autres flèches volèrent à travers la porte brisée, fauchant 2 autres soldats. « Dehors, sortez de là !» cria une voix de femme depuis l'extérieur. Gauthier n'hésita pas. Il poussa Thibault vers la porte de derrière, saisissant Aliénor au passage. Ils coururent à travers le jardin d'herbes, sautant par-dessus les plates-bandes soigneusement entretenues. Derrière eux, des cris, des ordres hurlés, le fracas de l'acier contre l'acier. Dans la ruelle obscure, une silhouette les attendait. Une femme d'une 40aine d'années, vêtue de cuir et portant un arc. À ses côtés, 5 autres personnes, hommes et femmes, tous armés. « Qui êtes-vous » haleta Gauthier. « Des amis, » répondit la femme avec un sourire farouche. « Du moins, des amis d'Aliénor, et des ennemis du baron de Montferrand. » Elle leur fit signe de la suivre. « Venez, nous avons des chevaux, nous devons quitter ce village avant que d'autres soldats n'arrivent. »« Où allons-nous ?»« En sécurité. Enfin, aussi en sécurité qu'on peut l'être quand on est pourchassé par l'un des hommes les plus puissants du Languedoc. »
Ils coururent à travers les ruelles tortueuses de Saint-Martin, guidés par ces mystérieux sauveurs. Des chevaux attendaient à la sortie du village. Gauthier aida Thibaut et Aliénor à monter, puis enforcha sa propre monture. « Attendez » cria Thibaut, « la lettre, la preuve contre mon père, je l'ai laissée dans la maison. » La femme à l'arc secoua la tête. « Il est trop tard, les soldats l'ont probablement déjà trouvé. » « Non » Aliénor sourit malgré la situation. « Ce n'était qu'une copie, la vraie est cachée ailleurs, en lieu sûr. » « Où » ? « À l'abbaye de Fontfroide, confiée à Père Anselme il y a des années. Je savais qu'un jour nous en aurions besoin. » Gauthier ne put s'empêcher de rire, un rire de soulagement, d'incrédulité, peut-être même de joie. Alors tout n'est pas perdu. Rien n'est jamais vraiment perdu, répondit Aliénor, tant qu'il reste des gens prêts à se battre pour la vérité. Ils éperonnèrent leurs chevaux et disparurent dans la nuit, laissant derrière eux Saint-Martin des Oliviers et ses secrets. Chapitre 6e. Les alliés de l'ombre. Ils chevauchèrent toute la nuit, guidés par la femme à l'arc qui se révéla s'appeler Mathilde. Elle menait le groupe avec une assurance qui ne laissait place à aucun doute. Elle connaissait ses chemins comme sa poche, chaque raccourci, chaque passage secret. À l'aube, épuisés et affamés, ils atteignirent une vieille ferme abandonnée, nichée au creux d'une vallée isolée. Les bâtiments étaient délabrés, les toits partiellement effondrés, mais c'était un abri. « Nous pouvons nous reposer ici quelques heures » annonça Mathilde en mettant pied à terre. « Mes éclaireurs surveilleront les approches. Si quelqu'un nous suit, nous aurons le temps de fuir. » Ils s'installèrent dans ce qui avait dû être la grange. De la paille moisie couvrait encore une partie du sol, mais c'était mieux que rien. Pendant que ses compagnons s'occupaient des chevaux et montaient la garde, Mathilde alluma un petit feu et sortit des provisions de ses sacoches. « Vous nous avez sauvé la vie, » dit Gauthier en s'asseyant près du feu. « Mais je ne comprends pas pourquoi. Qui êtes-vous » Mathilde le regarda longuement avant de répondre. « Il y a 10 ans, mon frère était écuyer au service du baron de Montferrand, un garçon brillant, loyal, qui rêvait de devenir chevalier. » Son visage se durcit. Un jour, il a découvert que le baron trafiquait avec des marchands malhonnêtes, vendant du grain qui aurait dû aller nourrir les paysans de ses terres. Mon frère a voulu dénoncer ce crime. « Qu'est-il arrivé » demanda Thibaut, même s'il devinait la réponse. « On l'a retrouvé mort au fond d'un ravin. Accident, ont dit les hommes du baron, une chute malheureuse pendant une chevauchée. » Elle cracha dans le feu. Mais je connaissais mon frère, c'était un excellent cavalier, il ne serait jamais tombé ainsi. Il a été assassiné, et je n'ai jamais pu le prouver. « Je suis désolé, » murmura Thibaut. « Gardez votre pitié, » Mathilde sourit amèrement. « Depuis ce jour, j'ai juré de rassembler tous ceux qui avaient souffert de l'injustice du baron, et ils sont nombreux. Des paysans dépossédés de leurs terres, des marchands ruinés par ces taxes abusives, des serviteurs maltraités. Nous sommes une trentaine maintenant, peut-être plus, une armée de l'ombre attendant le moment de frapper. Et ce moment est venu, comprit Gauthier. Oui, quand Père Anselme nous a contactés, nous informant que vous étiez en route pour Saint-Martin, nous avons su que c'était le signe que nous attendions. Elle se tourna vers Thibaut. « Votre père a fait beaucoup de mal. Il est temps qu'il paye. »« Je veux l'aider, » dit Thibaut fermement. « Je veux réparer ce qu'il a fait. »« Noble sentiment, » observa Mathilde. « Mais cela ne suffira pas. Nous avons besoin d'un plan. Nous avons besoin de cette lettre dont parlait Aliénor. Et nous avons besoin du soutien de la justice royale. »« Fontfroide, » dit Gauthier. Nous devons aller à l'abbaye de Fontfroide. C'est là que la lettre est cachée. C'est là que Père Anselme essaie de contacter le sénéchal. Fontfroide est à 3 jours de cheval d'ici, et entre nous et l'abbaye se dressent les terres du baron. Ces hommes patrouillent partout. Alors nous devons être malins,
Gauthier réfléchissait rapidement. Nous ne pouvons pas tous y aller, trop visible. Un petit groupe, voyageant discrètement. Qui? Demanda Mathilde. Moi, Thibaut, Aliénor. Gauthier les regarda tour à tour. Nous trois, les témoins, ceux qui ont le plus à gagner et le plus à perdre. C'est dangereux, protesta Aliénor. Le baron aura deviné notre destination. Il enverra ses meilleurs hommes. Raison de plus pour ne pas traîner. Gauthier se leva. Nous partons dans 2 heures, le temps de nous reposer un peu et de préparer les chevaux. Et nous, demanda Mathilde, que devons-nous faire? Créer une distraction. Un plan commençait à se former dans l'esprit de Gauthier. Le baron s'attend à ce que nous fuyions vers Fontfroide. Donnez-lui ce qu'il attend. Faites-vous voir sur les chemins principaux. Attirez ces hommes loin de notre vraie route. Mathilde hocha lentement la tête. C'est risqué, mais ça pourrait marcher. Les 2 heures suivantes passèrent dans une activité fébrile. Mathilde et ses compagnons préparaient leur propre expédition, vérifiant leurs armes et leurs montures. Gauthier, Thibaut et Aliénor rassemblaient le minimum nécessaire pour leur voyage. Provisions, armes, quelques pièces d'or que Mathilde leur donna généreusement. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Thibaut prit Gauthier à part. « Je dois vous remercier, dit-il, pour tout, pour m'avoir sauvé, pour m'avoir ouvert les yeux sur mon père, pour être resté. Je n'ai fait que ce qui était juste. Non, vous avez fait plus. Vous auriez pu me laisser à mon sort. Vous auriez pu utiliser moi pour vous venger de mon père. Mais vous ne l'avez pas fait. » Thibaut hésita. « Je commence à comprendre ce que signifie vraiment l'honneur, et ce n'est pas ce que mon père m'a enseigné. » Gauthier posa une main sur l'épaule du jeune homme. « Votre père vous a enseigné l'ambition, la ruse, peut-être même la cruauté. Mais il existe d'autres voies, des voies plus difficiles, certes, mais qui permettent de dormir la nuit sans craindre ses propres démons. M'apprendrez-vous ces voies? Si nous survivons à cette aventure, peut-être, Gauthier sourit, mais d'abord nous devons atteindre Fontfroide. » Ils montèrent en selle. Mathilde leur indiqua un chemin détourné, un ancien sentier de bergers qui serpentait à travers les collines. Suivez ce chemin pendant une journée. Il vous mènera à une rivière. Suivez la rivière vers le nord. Au bout de 2 jours, vous verrez les tours de l'abbaye. Elle tendit un petit sac à Gauthier. Prenez ceci. Ce sont des herbes pour soigner les blessures. Vous en aurez peut-être besoin. Merci pour tout. Ne me remerciez pas encore. Remerciez-moi quand tout sera fini, quand le baron sera derrière les barreaux et que la justice sera rendue. » Ils s'éloignèrent de la ferme abandonnée, prenant des chemins différents, Mathilde et son groupe vers l'ouest, créant leur distraction. Gauthier, Thibaut et Aliénor vers le nord-est, vers Fontfroide, vers l'espoir et le danger. Le premier jour de voyage fut étrangement paisible. Le sentier de berger était désert, serpentant à travers des paysages sauvages mais magnifiques. Des champs d'oliviers centenaires, des vignes à moitié abandonnées, des ruines romaines témoignant d'une grandeur passée. « C'est beau, » murmura Thibaut à un moment. « Je n'avais jamais vraiment regardé notre terre. J'étais trop occupé à rêver d'ailleurs, de Paris, de la cour. Parfois, dit Aliénor qui chevauchait à côté de lui, nous ne voyons la beauté de ce que nous avons qu'au moment de le perdre. Vous parlez de votre vie d'avant ? Demanda le jeune homme. Je parle de toutes nos vies d'avant. Elle regarda Gauthier. Messire Gauthier avait des terres, un titre, un avenir. Il a tout perdu. J'avais une position au château, une certaine sécurité. Je l'ai perdue. Vous aviez la confiance de votre père, l'innocence de croire en lui. Vous l'avez perdue. Alors que nous reste-t-il ? La vérité, répondit Gauthier, et parfois c'est suffisant. Le soir tomba, et avec lui une pluie fine et froide. Ils trouvèrent refuge sous un surplomb rocheux, allumant un petit feu pour se réchauffer. L'atmosphère était à la fois mélancolique et étrangement réconfortante. 3 âmes perdues, unies par le hasard et la nécessité, partageant leur chaleur et leurs espoirs.
Racontez-moi, dit soudain Thibaut, brisant le silence. Racontez-moi comment c'était avant, quand vous étiez chevalier, messire Gauthier, quand vous aviez d'autres châteaux. Gauthier hésita. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas parlé de cette époque, comme si en parler lui ferait trop mal. C'était différent, commença-t-il lentement. J'avais des responsabilités, des gens qui dépendaient de moi. Je rendais justice, je protégeais mes terres, je servais mon Seigneur avec honneur. Il sourit tristement. Ou du moins, je pensais le faire. Aviez-vous une famille? Une femme, Isabelle. Elle est morte 2 ans avant le procès, une fièvre. Les souvenirs revenaient douloureux. Nous devions avoir des enfants, construire quelque chose ensemble, mais le destin en a décidé autrement. Je suis désolé, ne le soyez pas. C'était il y a longtemps, une autre vie. Gauthier regarda les flammes. Parfois, je me demande ce qu'elle penserait de moi maintenant, de ce que je suis devenu. Un vagabond, un homme sans honneur. Vous avez plus d'honneur que la plupart des chevaliers que je connais, dit fermement Thibaut. Un homme qui aurait vraiment perdu son honneur m'aurait laissé mourir dans cette forêt. Vous ne l'avez pas fait. Le garçon a raison, ajouta Aliénor. L'honneur n'est pas une question de titre ou de richesse, c'est une question de choix. Et vous avez fait le bon choix. Gauthier ne répondit pas, mais quelque chose en lui se réchauffait. Peut-être avait-il raison, peut-être n'était-il pas complètement perdu après tout. La nuit s'écoula sans incident. Au matin, ils reprirent leur route, suivant la rivière comme Mathilde leur avait indiqué. L'eau était claire et rapide, serpentant à travers des gorges spectaculaires où les rochers se dressaient comme des sentinelles de pierre. C'est au 2e jour qu'ils rencontrèrent les problèmes. Ils traversaient une forêt dense quand Gauthier entendit un bruissement dans les fourrés, trop régulier pour être un animal. Il leva la main, signalant aux autres de s'arrêter. « Quelqu'un nous suit, murmura-t-il. Les hommes du baron? Peut-être, ou des brigands. Quoi qu'il en soit, nous devons être prêts. » Ils continuèrent, plus lentement, tous les sens en alerte. Le bruissement continuait, se rapprochant. Puis, soudain, une silhouette surgit devant eux, bloquant le chemin. C'était un homme, ou plutôt un jeune homme, guère plus âgé que Thibaut. Il était sale, dépenaillé, et brandissait une épée rouillée d'une main tremblante. « Votre bourse, bégaya-t-il. Donnez-moi votre bourse et vos chevaux. » Gauthier faillit rire. Ce n'était pas un brigand aguerri, mais un garçon désespéré, probablement affamé, qui essayait de jouer un rôle qu'il ne maîtrisait pas. « Range ton épée avant de te blesser, » dit-il calmement. « Nous ne sommes pas tes ennemis. Je suis sérieux. » Le garçon avança d'un pas, mais son épée tremblait tellement qu'elle en était pathétique. « Je vais... » Il n'eut pas le temps de finir. D'autres silhouettes émergèrent des bois. Des enfants, réalisa Gauthier avec horreur. Une demi-douzaine d'enfants, certains pas plus âgés que 10 ans, tous armés de bâtons ou de couteaux de fortune. « Qu'est-ce que... » commença Thibaut. « Des orphelins, » dit Aliénor doucement. « Des enfants qui ont perdu leurs parents, probablement à cause de la guerre ou de la maladie ou de la cruauté des seigneurs, termina le jeune homme qui les avait d'abord interpellés. Mes parents cultivaient les terres du baron de Montferrand. Quand la récolte a été mauvaise, il a augmenté les taxes quand même. Mon père ne pouvait pas payer. Ils ont pris notre maison, notre terre. Mon père s'est pendu. Ma mère est morte de chagrin. » Thibaut pâlit. « Mon père a fait cela? Votre père ?» Le garçon plissa les yeux. « Attendez, vous êtes... » Il recula, horrifié. « Vous êtes le fils du baron !» Instantanément, l'atmosphère changea. Les enfants se reprochèrent, leurs armes improvisées brandies avec plus de détermination. Ce n'était plus de la peur qui les animait, mais de la colère, de la haine. « Attendez, dit Gauthier en levant les mains, ce n'est pas ce que vous pensez. Nous ne sommes pas alliés du baron, au contraire.
Menteur! Pourquoi le fils du baron voyagerait-il avec ses ennemis? Parce que, intervint Thibaut, descendant de cheval, parce que j'ai appris la vérité sur mon père, et parce que je veux réparer ce qu'il a fait. Il s'agenouilla, se mettant à la hauteur des enfants, se rendant vulnérable. Je suis désolé, pour votre père, pour votre mère, pour tout ce que mon père vous a fait. Je ne peux pas ramener vos parents. Mais je peux vous promettre que je ferai tout pour que justice soit rendue. Le jeune chef des orphelins le regardait avec méfiance. Des promesses, les nobles ne font que des promesses. Alors jugez-moi sur mes actes, pas sur mes paroles. Thibaut sortit sa bourse et la tendit. Prenez ceci, ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Prenez-le et achetez de la nourriture. Trouvez un abri pour l'hiver qui vient. Le garçon hésita, puis prit la bourse. Il la soupesa, surpris par son poids. C'est beaucoup d'argent. Ce n'est rien comparé à ce que mon père vous a volé, mais c'est un début. Aliémor descendit à son tour de cheval. Il y a un village, à 2 jours de marche vers l'ouest, Saint-Pierre-sur-Loup. Dites au curé que vous venez de ma part, il vous aidera, il trouvera des familles pour vous accueillir. Les enfants échangèrent des regards. Lentement, ils baissèrent leurs armes. « Pourquoi nous aidez-vous » demanda le chef. « Parce que, » répondit Gauthier, « parce que nous avons tous été victimes du même homme, et parce qu'il est temps que quelqu'un commence à réparer les dégâts. » Les orphelins s'éloignèrent, emportant avec eux la bourse de Thibaut et un peu d'espoir. Quand ils eurent disparu dans la forêt, Thibaut remonta en selle, le visage grave. « Combien » demanda-t-il à voix basse. « Combien de gens mon père a-t-il ruinés? Combien de familles a-t-il détruites ?»« Trop » répondit simplement Gauthier. « Mais vous n'êtes pas responsable de ces crimes. »« Non. » Mais je suis responsable de les réparer, si je peux. Ils continuèrent leur route, mais l'atmosphère avait changé. Thibaut était plus silencieux, plus pensif. Le poids de la réalité s'abattait sur lui, la compréhension que son père n'était pas simplement un homme ambitieux ou dur, mais un véritable tyran qui avait causé des souffrances innombrables. Le soir du 2e jour, alors que le soleil se couchait derrière les collines, ils aperçurent enfin les tours de Fontfroide. L'abbaye se dressait majestueusement au sommet d'une colline, ses murs de pierre dorés par les derniers rayons du soleil. C'était un lieu de paix, de refuge, de sainteté. Mais alors qu'ils approchaient, ils virent quelque chose qui glaça leur sang. De la fumée, des flammes. L'abbaye brûlait. Chapitre 7e. Les flammes de Fontfroide. Ils éperonnèrent leurs chevaux, galopant à travers les derniers champs qui séparaient la route de l'abbaye. La fumée était épaisse, âcre, portant avec elle l'odeur caractéristique du bois brûlé et de la pierre chauffée. Des cris leur parvenaient, confus, terrifiés. Arrivés aux portes de l'abbaye, ils découvrirent un spectacle de désolation. Les bâtiments annexes étaient en flammes, le réfectoire s'était déjà effondré. Des moines couraient dans tous les sens, certains tentant d'éteindre le feu avec des seaux d'eau, d'autres aidant leurs frères blessés. « Père Anselme » cria Gauthier en descendant de cheval. « Où est Père Anselme » Un jeune novice, le visage noirci par la suie, se tourna vers lui. « Dans la chapelle, il a refusé de sortir, il dit qu'il doit protéger les archives. » Gauthier échangea un regard avec Thibaut et Aliémor. Les archives, c'était là que la lettre était cachée. « Restez ici, ordonna-t-il. Aidez les moines, je vais chercher Père Anselme. »« Je viens avec vous, déclara Thibaut. « Non, c'est trop dangereux. » Justement, le jeune homme posa une main sur son épée. « Vous aurez peut-être besoin d'aide. » Gauthier allait protester, mais il vit la détermination dans les yeux de Thibaut. Ce n'était plus un garçon qui parlait, mais un homme qui avait fait son choix. « Très bien, mais restez près de moi. » Ils se précipitèrent vers la chapelle.
Les portes étaient grandes ouvertes, laissant échapper des volutes de fumée. À l'intérieur, la chaleur était insupportable. Les fresques murales, chefs-d'œuvre de plusieurs générations d'artistes, se craquelaient et noircissaient sous l'effet de la chaleur. Les bancs de bois s'embrasaient comme des torches. « Père Anselme !» appela Gauthier, couvrant sa bouche avec un pan de sa cape. Une voix leur parvint depuis l'arrière de la chapelle, près du sanctuaire. « Ici, je suis ici !» Ils progressèrent difficilement à travers la fumée et les débris. Père Anselme était agenouillé devant une porte de bois renforcée de fer, tentant désespérément de l'ouvrir. « Les archives !» allaiта-t-il. « Je dois sauver les archives !»« Laissez, mon père, » dit Gauthier en le tirant en arrière. « Ce n'est que du bois et du parchemin. Votre vie vaut plus. »« Non, vous ne comprenez pas !» Le moine se débattait. « La lettre, la preuve contre le baron, elle est là-dedans !» Un craquement sinistre résonna au-dessus d'eux. Gauthier leva les yeux et vit avec horreur que les poutres du toit commençaient à céder. « Il faut sortir, maintenant !»« Non, je ne partirai pas sans !» Thibaut ne le laissa pas finir. Avec une force surprenante pour sa carrure mince, il attrapa le moine et le souleva presque, le tirant vers la sortie. Gauthier couvrait leurs arrières, surveillant le toit qui menaçait de s'effondrer à tout instant. Ils sortirent juste à temps. Derrière eux, dans un grondement apocalyptique, la chapelle s'effondra dans une explosion de flammes et de fumée. Des cris horrifiés s'élevèrent de l'assemblée des moines. Père Anselme, à genoux sur le sol, pleurait. « Tout est perdu », sanglotait-il. « Les archives, des siècles de connaissances, et la lettre, notre seule preuve. »« Comment cela est-il arrivé ?» demanda Gauthier. « Un accident ?»« Non. » Le moine leva vers lui des yeux rouges de larmes et de fumée. « des hommes armés sont venus ce matin. Ils ont demandé après vous. Quand j'ai refusé de leur dire où vous étiez, ils ont mis le feu. » Les hommes du baron, Thibaut serrait les poings. Mon père a fait cela. Il a détruit une abbaye, un lieu saint, juste pour effacer les preuves, termina Gauthier amèrement, et pour envoyer un message. Personne n'est en sécurité, pas même dans la maison de Dieu. Aliénor les rejoignit, portant des bandages et des onguents. Plusieurs moines sont blessés, mais aucun mort grâce au ciel. Elle regarda les ruines de la chapelle. Mais l'abbaye, elle mettra des années à se relever. Elle se relèvera, dit Père Anselme en se redressant, retrouvant un peu de sa dignité. La foi est plus forte que les flammes. Il se tourna vers Gauthier. Mais pour l'instant, nous devons penser pratiquement. Sans la lettre, comment prouverez-vous l'innocence de messire Gauthier et la culpabilité du baron ? Il y a d'autres preuves, dit Aliénor. Mon témoignage, celui de Père Anselme, les orphelins que nous avons rencontrés, tous ceux qui ont souffert de la tyrannie du baron. Des témoignages ne suffisent pas contre un homme aussi puissant, objecta le moine. Il faudrait... Il s'interrompit, une idée traversant son esprit. Attendez, la copie. Quelle copie? Quand j'ai reçu la lettre originale d'Aliénor il y a des années, j'ai fait une copie, pour plus de sécurité. Il sourit faiblement. Une vieille habitude de scribe. Toujours faire 2 copies des documents importants. Où est cette copie? Dans un endroit plus sûr que les archives de l'abbaye. Père Anselme se leva, époussetant sa robe cendreuse. Dans la cathédrale de Narbonne, confiée à l'évêque lui-même. Gauthier sentit l'espoir renaître. Narbonne, c'est à 2 jours de cheval. Et surtout, le moine sourit, c'est là que se trouve actuellement le sénéchal royal. J'ai reçu un message il y a 3 jours. Il est venu dans la région pour inspecter les fortifications. Si nous pouvons l'atteindre, si nous pouvons lui présenter la lettre et nos témoignages, nous pouvons faire tomber le baron, termina Thibaut, l'espoir illuminant son visage. Mais d'abord, nous devons atteindre Narbonne. Gauthier regarda autour de lui. Et les hommes qui ont incendié l'abbaye savent probablement où nous allons.
Ils vont tendre une embuscade sur la route. » « Alors nous ne prendrons pas la route, » dit Aliénor. « Il existe d'autres chemins, des chemins que seuls les gens du pays connaissent. » Elle se tourna vers un vieux moine qui se tenait à l'écart, observant les ruines avec tristesse. « Frère Thomas, vous êtes aux originaires de cette région, n'est-ce pas? Vous connaissez les anciens chemins de contrebandie ?» Le vieux moine hocha lentement la tête. « Je les connaissais dans ma jeunesse, avant de prendre l'habit. Mais c'était il y a si longtemps. Pouvez-vous nous guider, ou du moins nous indiquer le chemin ?» Frère Thomas réfléchit longuement. « Il existe un passage, à travers les marais de la Clappe. Dangereux, traître, mais praticable pour qui connaît le chemin. » Il traça des signes dans la poussière. « Vous devrez voyager de nuit. La journée, les marais sont surveillés. Mais la nuit, avec la lune pour guide, vous pouvez passer. » « Des marais, répéta Gauthier, merveilleux, comme si nous n'avions pas assez de problèmes. »« C'est ça ou affronter une armée sur la route royale, fit remarquer Thibaut. »« Le garçon a raison, admit le moine, et les marais ont un avantage. Les chevaux des poursuivants ne pourront pas vous suivre. Vous devrez aller à pied, mais vous serez seul. » Ils passèrent le reste de la journée à aider les moines à combattre les derniers foyers d'incendie et à organiser le secours aux blessés. Aliénor fit merveille, utilisant ses connaissances de guérisseuse pour soigner les brûlures et les blessures. Gauthier et Thibaut aidèrent à déblayer les décombres et à sauver ce qui pouvait l'être. Alors que le soir tombait, transformant les ruines noircies en silhouettes fantomatiques, ils se préparèrent pour leur nouvelle étape. Frère Thomas leur dessina une carte rudimentaire, indiquant les passages sûrs à travers les marais. « Suivez les pierres blanches, » expliqua-t-il. « Ce sont d'anciennes bornes romaines. Elles marquent le chemin solide. Ne vous en écartez jamais, sous aucun prétexte. Les sables mouvants sont partout ailleurs. »« Rassurant, » marmonna Gauthier. Père Anselme les bénit avant leur départ. « Que Dieu vous protège, mes enfants. Vous portez le poids de la justice sur vos épaules. Ne fléchissez pas, la vérité triomphera. »« J'espère que vous avez raison, mon père, » dit Gauthier, « pour nous tous. » Ils quittèrent l'abbaye alors que la lune se levait, une lune presque pleine qui baignait le paysage d'une lumière argentée. Leur chemin les menait vers le sud, vers les terres basses où les marais s'étendaient comme une mer d'herbes et d'eau stagnantes. L'entrée des marais était marquée par d'anciens piliers de pierre, envahis par la mousse et les ronces. Au-delà, le terrain changeait radicalement. Le sol ferme cédait la place à une boue spongieuse qui aspirait les pieds à chaque pas. Des nappes de brume rampaient au ras du sol, cachant les dangers. « Restez groupés, » ordonna Gauthier, « et surveillez les pierres blanches. » La progression était lente, épuisante. Chaque pas demandait un effort conscient. La boue collait à leurs bottes, les obligeant à les arracher du sol à chaque foulée. Des odeurs de décomposition montaient de l'eau stagnante. Des bruits étranges résonnaient dans l'obscurité. Coassements de grenouilles, cris d'oiseaux nocturnes, et parfois des sons plus inquiétants qu'ils préféraient ne pas identifier. « Je déteste cet endroit, » marmonna Thibaut après plusieurs heures de marche. « Moi aussi, » admit Gauthier, « mais c'est mieux que d'avoir une épée dans le dos. » Une pierre blanche apparut dans la brume, puis une autre, et une autre encore. Il les suivait religieusement, conscient que le moindre écart pouvait être fatal. C'est au milieu de la nuit, alors qu'ils croyaient être seuls dans ce paysage désolé, qu'ils entendirent les voix. Des voix d'hommes portées par le vent, des ordres, des jurons. « Les soldats du baron, » chuchota Aliénor, « ils nous ont trouvés. » « Comment est-ce possible ?» Thibaut regardait autour de lui, paniqué. « Nous avons pris toutes les précautions. » « Ils ont dû forcer un des moines à parler, » supposa Gauthier, « ou peut-être ont-ils simplement deviné. Peu importe, ils sont là. » Des lueurs apparurent dans la brume,
des torches, une dizaine, peut-être plus, se déployant en ligne pour balayer les marais. Nous devons courir, décida Gauthier. Mais les pierres, si nous les perdons de vue, nous mourrons de toute façon si nous restons ici. Venez! Ils se mirent à courir, aussi vite que la boue le permettait. Les lumières des torches se rapprochaient. Des cris s'élevèrent. « Là, je les vois !» Gauthier glissa, tombant à genoux dans la boue. Thibaut le rattrapa, le remettant sur pied. Ils continuèrent, le cœur battant, les poumons en feu. Soudain, Aliénor poussa un cri. Elle avait quitté le chemin et son pied s'enfonçait dans quelque chose. Des sables mouvants. « Ne bougez pas !» ordonna Gauthier. « Plus vous luttez, plus vite vous coulez !» Il chercha autour de lui, trouvant une branche morte. Il la tendit vers Aliénor. « Attrapez !» Elle saisit la branche, et ensemble, Gauthier et Thibaut la tiraient, lentement, patiemment. La boue la relâchait à contre-cœur, centimètre par centimètre. Finalement, elle fut libre, tremblante et terrifiée, mais vivante. Mais le temps perdu avait permis aux soldats de les rattraper. Ils émergèrent de la brume comme des spectres, leurs torches créant des ombres dansantes. « Fin de la course !» dit une voix familière. Raoul le Noir s'avança, une épée dans une main, une torche dans l'autre. Son épaule était bandée, là où la flèche de Mathilde l'avait touché, mais il semblait toujours aussi dangereux. Le baron sera content de savoir que cette histoire se termine enfin. « Ce n'est pas fini !» déclara Gauthier en dégainant son épée. « Nous avons la preuve, nous avons des témoins, la vérité éclatera. » La vérité, Raoul rit. La vérité, c'est ce que les puissants décident qu'elle est. Et le baron est puissant. Vous n'êtes rien. Les soldats avancèrent, formant un cercle autour d'eux. Gauthier, Thibaut et Aliénor se tenaient dos à dos, leurs armes levées, sachant que c'était probablement leur dernière bataille. Puis, dans le silence tendu qui précédait le combat, un son étrange se fit entendre. Un sifflement. Pas un sifflement humain, mais quelque chose de plus grave, de plus menaçant. Les soldats s'arrêtèrent, regardant autour d'eux avec inquiétude. « Qu'est-ce que » commença Raoul. Il n'eut pas le temps de finir. De la brume émergèrent des silhouettes, des dizaines de silhouettes, des hommes et des femmes armés d'arcs, d'épées, de masses. Mathilde et son armée de l'ombre. « Vous pensiez vraiment que nous vous laisserions affronter seuls le baron ?» cria-t-elle en décochant une flèche qui se planta dans le bouclier d'un soldat. « Nous sommes avec vous !» Ce qui suivit fut un chaos de cris, de chocs d'armes et de lumières dansantes. Les soldats du baron, pris au dépourvu, tentèrent de se défendre, mais ils étaient désavantagés. Mathilde et ses compagnons connaissaient ces marais. Ils savaient où poser les pieds, où se cacher. Gauthier se battit aux côtés de Thibaut, leurs épées trouvant leurs cibles avec une précision née du désespoir et de la détermination. Aliénor, armé d'un couteau, protégeait leurs arrières. Raoul le Noir tenta une dernière charge désespérée vers Thibaut, hurlant « Pour le baron !» Mais Gauthier fut plus rapide. Sa lame trancha l'air, désarmant le sergent. Raoul tomba à genoux, vaincu. « C'est fini, » dit Gauthier, « rendez-vous. » Les soldats survivants, voyant leur chef vaincu, jetèrent leurs armes. Le combat était terminé. Mathilde s'approcha, un sourire victorieux sur les lèvres. « Désolé du retard, nous avons eu quelques complications sur la route. »« Votre timing est parfait, » répondit Gauthier avec soulagement. « Comment nous avez-vous trouvés ? » Les moines de Fontfroide nous ont dit où vous alliez. Nous avons deviné que le baron enverrait des hommes. Elle regarda autour d'elle. Maintenant, nous devrions sortir d'ici. Ces marais ne sont pas un endroit pour traîner.
Avec Mathilde et son groupe comme guide, ils traversèrent le reste des marais sans encombre. À l'aube, ils émergeaient enfin sur un terrain sec, épuisés, mais triomphants. Devant eux, dans la lumière rosée du matin, se dressaient les murs de Narbonne. Leur destination finale, le lieu où tout se jouerait. Chapitre 8e. Le jugement. La cathédrale de Narbonne était une merveille d'architecture gothique, ses flèches s'élançant vers le ciel comme des prières de pierre. C'était ici que l'évêque résidait, et c'était ici, selon Père Anselme, que le sénéchal royal tenait temporairement sa cour. Gauthier, Thibaut, Aliénor et Mathilde se tinrent devant les grandes portes, conscients de l'importance du moment. Derrière eux, le groupe de Mathilde attendait, une petite armée prête à témoigner des crimes du baron. « Êtes-vous prêt ?» demanda Gauthier à Thibaut. Le jeune homme hocha la tête, même si son visage était pâle. « Je le suis. Mon père doit répondre de ses actes, même si... » Sa voix se brisa légèrement. « Même si cela signifie sa ruine. »« Cela signifie la justice, » corrigea Aliénor doucement. « Et la justice doit prévaloir, quelles que soient les conséquences personnelles. » Ils entrèrent dans la cathédrale. L'intérieur était frais et silencieux, baigné de la lumière multicolore filtrant à travers les vitraux. Un clerc les accueillit, les guidant à travers les couloirs jusqu'à une grande salle où siégeait le sénéchal. Messire Renaud de Villers était un homme dans la cinquantaine, aux traits sévères mais justes. Il portait les couleurs du roi et l'autorité qui émanait de lui était palpable. À ses côtés, l'évêque de Narbonne, un homme âgé au regard perçant. « Messire le sénéchal », commença Gauthier en s'inclinant respectueusement. « Je suis Gauthier de Montclerc, autrefois chevalier du Languedoc. Je viens demander justice. » Le sénéchal leva un sourcil. « Montclerc, ce nom m'est familier. N'étiez-vous pas accusé de trahison, condamné à l'exil et à la déchéance? Oui, messire. » Gauthier releva la tête. « Mais j'étais innocent, et je peux le prouver. Des accusations graves ont été portées contre vous, des documents signés de votre sceau, des faux, fabriqués par baron Foulques de Montferrand pour s'emparer de mes terres. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le nom de Montferrand était bien connu, et de telles accusations contre un baron puissant ne pouvaient être prises à la légère. « Pouvez-vous prouver ces affirmations ?» demanda le sénéchal. « Je le peux. » Gauthier fit signe à Aliénor. « Cette femme était servante au château de Montferrand. Elle a été témoin de la falsification des documents. » Aliénor s'avança et, d'une voix claire et ferme, raconta ce qu'elle avait vu. Le sénéchal l'écouta attentivement, posant des questions précises, vérifiant chaque détail. « C'est un témoignage troublant, » admit-il finalement. « Mais le témoignage d'une seule personne, surtout d'une servante, pourrait être contesté. Avez-vous d'autres preuves ? » « Nous en avons. » L'évêque de Narbonne se leva, se dirigeant vers un coffre près de l'autel. Il l'ouvrit et en sortit un document scellé. « Voici une lettre qui m'a été confiée par Père Anselme de Fontfroide il y a plusieurs années. Une lettre écrite de la main du baron de Montferrand, dans laquelle il propose de vendre des informations militaires à l'ennemi anglais. » Le sénéchal prit la lettre, la lisant avec une attention croissante. Son visage devint de plus en plus sombre. « Si ceci est authentique, je peux témoigner de son authenticité, » dit une nouvelle voix. Tous se retournèrent. Père Anselme venait d'entrer dans la salle, soutenu par deux jeunes moines. Il était épuisé, encore marqué par l'incendie de Fontfroide, mais sa détermination était intacte. « Mon père, » dit le sénéchal en se levant par respect, « vous devriez vous reposer. Je me reposerai quand la justice aura été rendue. » Le moine s'approcha péniblement. « J'ai été chapelain au tribunal qui a condamné messire Gauthier. J'ai été témoin de l'injustice. Et j'ai gardé le silence trop longtemps par lâcheté. Il est temps de dire la vérité.
Il raconta tout, le procès truqué, les témoins achetés, les preuves fabriquées. Chaque mot était un clou supplémentaire dans le cercueil de la réputation du baron. Mais pourquoi, demanda le sénéchal, pourquoi garder le silence pendant 5 ans? Parce que j'avais peur, peur de la colère du baron, peur de perdre ma position. Père Anselme baissa la tête. Je pensais que le temps effacerait l'injustice. Mais le temps ne fait qu'aggraver les blessures non soignées. Thibaut s'avança alors, attirant l'attention de tous. Messire le sénéchal, je suis Thibaut de Montferrand, fils du baron. Des murmures surpris parcoururent l'assemblée. Je viens confirmer tout ce qui a été dit. Mon père est coupable. Il a ruiné des innocents, détruit des vies, trahi le royaume. Sa voix tremblait, mais restait ferme. Et il a tenté de me faire assassiner pour protéger ses secrets. Vous accusez votre propre père? J'accuse un criminel qui se trouve être mon père. Thibaut regarda le sénéchal droit dans les yeux. La justice ne doit pas avoir de favoritisme, même pour les liens du sang. Le sénéchal resta silencieux un long moment, pesant toutes les informations. Finalement, il se tourna vers ses gardes. Envoyez une escorte au château de Montferrand, que le baron soit arrêté et amené ici pour répondre de ses accusations. Il résistera, avertit Mathilde. Il a des hommes d'armes, des fidèles qui mourront pour lui. Alors nous enverrons une force suffisante pour le contraindre. Le sénéchal se leva. La justice du roi sera respectée. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Le baron de Montferrand, confronté à une force militaire royale, ne put résister. Il fut arrêté et amené à Narbonne, enchaîné comme un criminel commun. Le procès eut lieu dans la grande salle de la cathédrale, devant une assemblée de nobles, de clercs et de représentants du peuple. Gauthier vit son ancien ennemi pour la première fois depuis 5 ans. Foulques de Montferrand avait vieilli, ses cheveux grisonnants, son visage marqué par les années. Mais son regard était toujours aussi dur, aussi calculateur. « Ces accusations sont ridicules, déclara-t-il avec arrogance. Je suis un loyal serviteur du roi. Mes accusateurs sont des menteurs, des traîtres qui cherchent à te me nuire. » Alors, comment expliquez-vous cette lettre? Le sénéchal brandit le document, écrite de votre main, portant votre sceau. Un faux, fabriqué par mes ennemis. Nous avons comparé l'écriture avec d'autres documents officiels que vous avez signés. C'est identique. Le baron pâlit, mais continua de nier. Même si j'avais écrit une telle lettre, ce qui n'est pas le cas, ce serait la parole d'une servante et d'un moine contre la mienne. Et la parole de votre propre fils, dit le sénéchal gravement, qui témoigne que vous avez tenté de le faire assassiner. Thibaut s'avança. Son père le regarda, et pour la première fois, une émotion passa sur son visage. De la surprise peut-être, ou de la trahison. « Thibaut, mon fils, tu ne peux pas. »« Je le peux, père, et je le dois. » La voix de Thibaut était calme, mais chaque mot portait le poids de la douleur. « Vous m'avez appris que l'honneur était tout, mais vous n'avez jamais eu d'honneur. Vous n'aviez que l'ambition. Je faisais tout cela pour nous, pour notre famille, pour ton avenir. Non, vous le faisiez pour vous-même, et en chemin, vous avez détruit des vies, ruiné des innocents. » Thibaut fit un geste vers la foule. « Ces gens sont venus témoigner, des paysans que vous avez dépouillés, des marchands que vous avez ruinés, des orphelins dont les parents sont morts à cause de votre cupidité. » L'un après l'autre, les témoins se levèrent. Chacun racontait une histoire de souffrance causée par le baron. Le poids de leurs témoignages était écrasant. Finalement, le sénéchal se leva. « Baron Foulques de Montferrand, après avoir entendu tous les témoignages et examiné toutes les preuves, je vous déclare coupable de trahison envers le royaume de France, de falsification de documents officiels, de vol et de tentative de meurtre. » Le baron s'effondra sur son siège, toute son arrogance disparut. « Non,
Ce n'est pas possible. Vos terres et vos biens sont confisqués. Vous serez emprisonnés pour le reste de vos jours. Le sénéchal se tourna vers Gauthier. Messieurs Gauthier de Montclair, je vous présente les excuses de la justice du roi. Vous êtes innocentés de toutes les charges qui pesaient contre vous. Vos terres et votre titre vous sont restitués. Gauthier sentit ses jambes faiblir. Après 5 ans, après tant de souffrances, la justice était enfin rendue. Il s'inclina profondément. « Merci, messire. Ne me remerciez pas, remerciez ceux qui ont eu le courage de témoigner. » Le sénéchal sourit légèrement. « Et maintenant, reconstruisez ce qui a été détruit. » Alors que les gardes emmenaient le baron, celui-ci se tourna une dernière fois vers son fils. « Thibaut, mon fils, comment as-tu pu me trahir ainsi ?» Thibaut le regarda sans haine, seulement avec tristesse. « Je ne vous ai pas trahi, père. C'est vous qui avez trahi tout ce que nous aurions dû représenter. L'honneur, la justice, la compassion. Je ne fais que réparer vos erreurs. » Épilogue. Un nouveau commencement. Le printemps était revenu sur le Languedoc. Les champs verdoyaient, les vignes bourgeonnaient, et la vie reprenait son cours après les tourments de l'hiver. Gauthier de Montclair se tenait sur les remparts de son château, celui qu'il avait cru perdu à jamais. Il avait fallu des mois pour le remettre en état, pour effacer les traces de négligence et de pillage. Mais petit à petit, sous la direction de Gauthier et avec l'aide de nombreux volontaires, le domaine renaissait. « Messire !» Une voix familière le tira de ses pensées. Thibaut montait les escaliers, un rouleau de parchemin à la main. « Les nouveaux fermiers sont arrivés, ils veulent vous rencontrer. » Gauthier sourit. Thibaut était devenu son écuyer officiel, renonçant à l'héritage de son père pour apprendre une autre voie, la voie de l'honneur véritable. « Dis-leur que je descends tout de suite. » Ensemble, ils descendirent dans la cour où une douzaine de familles attendaient. C'étaient des paysans qui avaient été chassés de leurs terres par l'ancien baron. Gauthier leur avait offert de s'installer sur son domaine, de cultiver les champs abandonnés. « Bienvenue, dit-il chaleureusement. Cette terre est désormais la vôtre autant que la mienne. Travaillons ensemble pour la faire prospérer. » Les fermiers s'inclinèrent, la reconnaissance brillant dans leurs yeux. Plus tard dans la soirée, Gauthier, Thibaut, Aliénor et Mathilde se réunirent dans la grande salle du château. Un feu crépitait dans la cheminée, projetant une lumière dansante sur les murs fraîchement blanchis. « Père Anselme m'a envoyé un message, » annonça Aliénor. « L'abbaye de Fontfroide est reconstruite. Ils célébreront une messe d'action de grâce le mois prochain. » « Nous irons, » décida Gauthier. « Nous devons beaucoup à ce vieux moine. »« Nous devons beaucoup à beaucoup de gens, » corrigea Thibaut. « Sans vous tous, sans votre courage, rien de tout cela n'aurait été possible. »« C'est vrai, » admit Mathilde, « mais c'est toi qui as fait le choix le plus difficile. Renoncer à ton père, à ton héritage. Peu d'hommes en auraient eu la force. »« Je n'ai pas renoncé à mon père, » dit doucement Thibaut. « Je l'aime toujours, malgré tout. Mais j'ai choisi la justice plutôt que le sang. » « C'est le choix d'un vrai chevalier, » dit Gauthier en posant une main sur l'épaule du jeune homme. « Tu seras un jour un meilleur homme que ton père n'a jamais été. » Ils restèrent ainsi longtemps, partageant du vin et des histoires, riant et se remémorant leur aventure. À un moment, Gauthier se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les étoiles. « À quoi pensez-vous » demanda Aliénor en le rejoignant. « Je pense à tous ces gens qui ont souffert, à tous ceux que je n'ai pas pu sauver. » Il soupira. « La justice a été rendue pour moi, mais pour combien d'autres elle reste un rêve lointain. »« Alors nous continuerons, » dit Aliénor simplement. « Nous ferons de ce château un refuge pour ceux qui cherchent la justice, un endroit où l'honneur n'est pas un mot vide, mais une réalité. » Gauthier la regarda, surpris. « Nous ? Oui, nous !» Elle sourit. « Crois-tu vraiment que je vais te laisser seul maintenant, après tout ce que nous avons traversé ? Et moi non plus je ne pars pas,
ajouta Mathilde. Il y a encore trop de barons corrompus, trop d'injustices. Quelqu'un doit les combattre. Et moi, je reste pour apprendre, déclara Thibaut, pour devenir le chevalier que vous êtes, le chevalier que mon père aurait dû être. Gauthier sentit sa gorge se serrer. Il n'était plus seul. Après 5 ans de solitude, d'errance, de désespoir, il avait trouvé une nouvelle famille. Une famille choisie, forgée dans l'adversité et unie par des valeurs communes. « Alors nous avons du travail devant nous, dit-il finalement, un sourire illuminant son visage. Beaucoup de travail, mais ensemble, nous y arriverons. » Ils levèrent leurs coupes, trinquant à l'avenir, à la justice, à l'honneur. Et dehors, sous le ciel étoilé du Languedoc, le monde semblait un peu moins sombre, un peu plus juste. Car même dans les temps les plus noirs, il reste toujours de la lumière. Il reste toujours des hommes et des femmes prêts à se battre pour ce qui est juste. Il reste toujours l'espoir. Et c'est cet espoir qui fait la différence entre la défaite et la victoire, entre le désespoir et la rédemption. Gauthier de Montclair avait été un chevalier déchu. Maintenant, il était quelque chose de plus grand, un symbole que l'honneur peut survivre aux pires épreuves, que la justice peut triompher de la corruption et que la rédemption est toujours possible pour ceux qui ont le courage de la chercher.
Et dans les années qui suivirent, le domaine de Montclair prospéra, devenant un havre de paix et de justice dans une région souvent troublée. Les paysans cultivaient leurs champs sans crainte de taxes abusives. Les voyageurs trouvaient refuge et protection. Et lentement, d'autres seigneurs commencèrent à suivre l'exemple de Gautier, créant un réseau de justice qui changerait à jamais le visage du Languedoc. Car c'est ainsi que le monde change, non pas par de grandes révolutions, mais par les choix individuels de ceux qui refusent d'accepter l'injustice, par les actes de courage d'hommes et de femmes ordinaires qui deviennent extraordinaires quand les circonstances l'exigent. Et cette histoire, née dans la forêt de Montagne Noire un jour d'automne, continua de vivre, inspirant des générations futures à ne jamais abandonner la quête de justice, d'honneur et de vérité. Fin.